C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Medi 1 TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. 60 ans après les indépendances, la démocratie peine à se généraliser sur le continent africain. Le multipartisme est certes désormais inscrit dans la plupart des constitutions et même les régimes les plus rigides cherchent à se donner une façade de multipartisme politique. Mais comment comprendre l'échec des systèmes politiques sur le continent? Faut-il les réformer? On en parle en première partie d'émission. Observer et comprendre les stratégies des partis au pouvoir est nécessaire dans la mesure où ils sont ceux que les partis d'opposition veulent remplacer. Et pour empêcher cette éventualité, le pouvoir en place emploie des contre-stratégies pour faire échec à celle de l'opposition. Mais aujourd'hui, peut-on parler de réelle opposition ou simplement des jeux de pouvoir entre opposition et pouvoir en place? Jusqu'où s'arrête l'adversité entre ces deux camps politiques? On en parle tout de suite sur le plateau du débrief avec mes invités du jour. Abdoulaye Cissé, journaliste, éditorialiste au groupe Futur Média. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis, c'est un plaisir d'être là. Et en face de vous, Ousmane Sen, journaliste, directeur de la radio universitaire de Dakar, UCAD-FM. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau du débrief. C'est partagé Régis, bonjour et bonjour Abdoulaye Cissé, bonjour à vos téléspectateurs. Alors nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Plusieurs systèmes politiques se sont succédés en Afrique. Nous sommes passé du parti unique au multipartisme. Beaucoup ont opté pour la démocratie. Mais comment expliquer que malgré évidemment l'enchaînement des systèmes politiques sur le continent, le continent peine toujours à s'en sortir et est toujours victime des crises politiques, socio-économiques? Je pense qu'il y a des crises multiformes, des crises des temps modernes qui n'ont rien à voir avec les crises politiques que l'Afrique a connues dans les années d'indépendance avec les panafricanistes, les luttes pour la libération, qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec les crises multiformes, qui sont plus des crises liées à la structure économique de nos pays, des crises sociales, des crises politiques aussi, mais avec un soubassement de contexte économique, de précarité aussi, des masses laborieuses qui parfois se soulèvent aussi pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Mais tout cela est capté par, ce n'est pas une oligarchie forcément, est capté par ce qu'on appelle une classe politique, mais c'est un terme qui sert de fourre-tout finalement, puisque toutes les contestations sont classées sous ce vocable de classe politique. Parfois même c'est des luttes syndicales il y a beaucoup de crises qui sont parties finalement de revendications de meilleures conditions de travail de salariés qui ont abouti finalement à des révolutions dans certains pays en Afrique. Mais c'est juste pour dire que les crises des débuts des années d'indépendance ne sont pas forcément les mêmes crises que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est surtout la nature des revendications. C'était des revendications d'autodétermination, d'indépendance à l'époque. Aujourd'hui, ce sont plus des revendications pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce ne sont plus des revendications idéologiques. On a connu des panafricanistes qui ont beaucoup lutté pour la libération. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette lutte de libération. D'ailleurs, on le voit quand il y a une opposition, ou en tout cas des mouvements populaires qui se soulèvent, très souvent, même quand ils arrivent à leur but, c'est-à-dire de prendre le pouvoir, on arrive à une situation où on a toujours la détermination par rapport à l'Occident, quel que soit le pouvoir qui est en place. Aujourd'hui, vous avez des revendications, quand l'opposition arrive à prendre le pouvoir, ceux qui étaient les masses laborieuses qui ont lutté pour couper le cordon ombilical avec l'Occident, pensent qu'ils ont été trahis par ceux qu'ils ont accompagnés et qui ont pris le pouvoir, qui n'arrivent toujours pas à couper ce cordon-là qui lie beaucoup de pays africains à l'Occident, notamment pour les pays francophones de la France ou pour d'autres. Et en parlant justement de rupture, pour utiliser l'expression de notre ami Cissé, de couper le cordon, faut-il aujourd'hui réformer les systèmes politiques sur le continent? Oui, il faut réformer, mais aussi il est difficile de trouver un format standard en ce qui concerne les systèmes politiques en Afrique. Parce qu'en vérité, c'est la matière politique qui est une matière dangereuse à transformer. Et même ceux qui la produisent, il n'est pas dit qu'ils vont en user mieux que le peuple. Et parfois, ça doit donc partir du peuple, de la base. Mais parfois, on fait une conception et on essaie de descendre au niveau du peuple, ce qui fait que ça coince souvent. Avant les indépendances, on a lutté pour l'indépendance.
Au moment des indépendances, certains ont préféré rester avec le blanc en disant que mais je vais gouverner avec qui? Après les indépendances maintenant, il fallait trouver un système adapté et tropicalisé même pour l'Afrique. Mais par la suite, on a vu qu'il y a un problème aussi, il y avait un problème d'alternance. Le problème d'alternance maintenant aboutit à des coups d'État. Certains ont été applaudis parce que pour sauver des démocraties. D'autres ont été condamnés parce qu'ils ont renversé des démocraties. Les gens ont essayé de trouver une solution finale, c'est-à-dire la réconciliation du peuple avec la classe politique dirigeante. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des conférences nationales un peu partout. Mais même là où il y a eu les conférences nationales, certains ont réussi, d'autres ont échoué. Quand vous prenez le cas de certains pays comme le Bénin, où Mathieu Kérékou, général, avait gagné, il a quitté le pouvoir, 12 ans après il est revenu, il a pris le pouvoir. Les cas de Amadou Toumani Touré, de Robert Gueye en Côte d'Ivoire. C'était donc des genres de putsch qui sauvaient des démocraties. Mais vous voyez que aussi la démocratie, c'est vraiment l'ouverture à la liberté. Et parfois, vraiment, nous voulons aller dans cette cour de la liberté à partir de petites portes qui sont ouvertes à la liberté. Et là, ça pose problème parce qu'en vérité, le système politique aussi, ça doit se concevoir avec un peuple, avec une classe politique, aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Mais parfois, ceux qui arrivent au pouvoir, ils veulent imposer souvent des systèmes parce qu'ils ont déjà une conception de leur gouvernance, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est rejeté d'emblée. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est à partir donc de l'opposition qu'on essaie de voir des balbutiements, mais ça doit être l'affaire de tout un peuple. Mais là aussi, l'opposition tarde toujours à mener le bon combat, c'est-à-dire le combat du peuple, en disant non, j'attends toujours d'avoir le royaume pour pouvoir changer. Et là, ça continue, et depuis qu'il y a eu l'éveil politique vraiment sur le continent, il est difficile aujourd'hui de régner continuellement sur un peuple parce que les gens ont maîtrisé maintenant le mécanisme de changement. Oui, et on l'a vu un peu partout, les manifestations, que ce soit en Guinée lors de la présidentielle ou en Côte d'Ivoire. Sen a parlé évidemment tout à l'heure du rôle majeur même de la population, du peuple, un peuple qui est parfois mis à l'écart en fait. Mais c'est ça le problème fondamental, parce que quand on parle de démocratie, on pense souvent qu'on a donné la parole au peuple. Alors, ce qui se passe dans nos pays, c'est qu'il y a une minorité qui constitue la voix la plus agissante dans nos démocraties, parce qu'on pense que ceux qu'on entend sont ceux qui sont dans des partis, ceux qui sont dans des cadres réglementés. Et on ne donne pas la parole, ou alors ceux qui ne prennent pas la parole sont ceux qui ne sont pas dans ces cadres-là et qui parfois assistent presque de façon détachée à tout ce qui se fait au jeu démocratique. Quand vous organisez une élection et que vous avez 50% de la population qui ne prend pas part à cette élection et qu'on estime que finalement ce n'est pas grave, on peut faire avec ceux qui ont voté et qui donnent une majorité à une des personnalités en compétition. Et tout le monde se réjouit quand même d'avoir une majorité parmi ceux qui ont décidé de voter, en oubliant que la grande majorité de la population n'a pas pris part au vote, peut-être parce qu'elle ne se sent pas représentée par tous ceux qui participent à la compétition, peut-être parce qu'elle n'est pas intéressée, ou peut-être simplement parce qu'elle n'a pas confiance en tous ceux qui participent à cette compétition électorale. Parce que dans nos pays, on a quand même la façon de considérer que le pouvoir doit échoir à ceux qui sont dans des cadres réglementaires, c'est-à-dire la politique. Ce n'est que très récemment que certains pays, le Sénégal et d'autres, ont permis à des personnalités qui ne sont pas membres de partis politiques de participer à des compétitions électorales. Il y a deux choses. La logique de conquête de pouvoir est très différente finalement de la logique d'exercice du pouvoir. Et c'est ça qui fait que parfois, vous pouvez avoir une classe d'opposants qui participe à la conquête du pouvoir et qui prétend parler pour le peuple en souffrance, pour le peuple opprimé. Mais une fois au pouvoir, c'est une autre réalité qui s'exprime. Et finalement, ce peuple-là qui se sentait opprimé et qui voyait en ces opposants-là certainement les messies, va se sentir trahi. Va se sentir trahi parce qu'on a du mal à voir les changements réels être opérés pour une ligne de fracture avec ce qui se faisait avant. Et en parlant de changement, est-ce qu'aujourd'hui les sociétés africaines sont incompatibles au principe même de démocratie et de multipartisme? Non, du tout. Mais il n'y a pas un modèle standard qu'on peut dire c'est ça le bon modèle pour l'Afrique. Il y a un autre modèle pour l'Europe, il y a un autre modèle pour l'Amérique. Il n'y a pas de modèle standard. Maintenant, de dire qu'il nous faut une démocratie. Moi, j'entends souvent ceux qui disent que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Je pense que c'est un faux fuyant. La démocratie, elle est bonne pour tous les peuples.
Il s'agit juste de savoir si on a réellement donné la possibilité à la majorité de s'exprimer. Parce que quand dans un pays, on fait tout pour décourager les citoyens de participer à choisir leurs dirigeants par parfois un tripatouillage, parfois quand on n'encourage pas les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, quand parfois par le système électoral le vote n'est pas obligatoire et par-delà qu'on fait tout pour décourager la grande majorité à participer au scrutin parce que le pouvoir en place ne prend pas les dispositions, parce qu'il y a des zones de conflit. Combien de pays ont organisé aujourd'hui des élections? Je prends l'exemple du Mali, en acceptant que dans une grande partie du territoire, qu'il n'y ait pas d'élection, parce que on prétend qu'il y a des groupes terroristes. On accepte que dans une grande partie du territoire, on n'organise pas le scrutin. Ça veut dire que vous excluez une grande partie de la population. Alors, on s'accuse entre pouvoir et opposition. Parfois, c'est parce que le pouvoir sait que dans cette partie-là, c'était le cas du Mali, où c'était des zones qui n'étaient certainement pas favorables au président en place. Donc, on a tout fait. En tout cas, on n'a rien fait pour que le scrutin soit organisé. À partir de ce moment, est-ce que vous pensez que c'est l'expression populaire de la démocratie? Non. C'est qu'on a exclu une grande partie de la population. Mais la démocratie, dans son essence, l'expression du peuple, est adaptée mais à tous les peuples. Comment nous, Africains, on peut concevoir qu'on nous dise que la démocratie n'est pas faite pour nous? Sous nos arbres à palabres, c'était déjà la démocratie. Elle était régulée. Par contre, oui, tout le monde n'avait pas la même prépondérance de la voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas tous la même prépondérance. Et c'est la même chose sous notre arbre à palabres. Les anciens avaient certainement une voix, mais les jeunes avaient quand même voix au chapitre. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, une denrée rare sur le continent? Une denrée très rare, et comme on diamant perdu d'ailleurs, les gens en cherchent toujours. Et ce qui est dramatique est qu'on a essayé tous les systèmes, que ce soit à la Poutine ou bien Amérique ou autre. L'Afrique a tout essayé. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un continent un peu compliqué parce qu'au début, on a gouverné avec l'enfant prodige qui revenait donc de l'Occident après ses études et tout, considéré comme un messie. Par la suite, on a vu qu'il y a eu l'effet d'usure parce qu'il voulait rester au pouvoir. Mais on a vu que tout de suite, les militaires sont entrés dans le jeu. Et il ne faut pas les convoquer dans le pouvoir parce que là, c'est le rigorisme, c'est le commandement. Et finalement, les populations avaient du mal à s'accommoder à ce comportement militaire. Finalement, on a vu que le modèle du despote aussi a échoué. Maintenant que les peuples ont pris en charge la question de la démocratie, avec donc des révolutions, des manifestations, mais notre confrère Ben Yahmed disait qu'il y a 3 choses dans la vie, personne ne sait comment elles commencent et comment elles vont finir. C'est l'amour, la révolution et la carrière. Maintenant, je pense que chez l'homme politique, le fait le plus délicat, c'est l'amour, parce qu'en vérité, c'est comme s'il n'était pas obligé d'être clair avec le peuple. À chaque fois, on a eu de bons candidats, vraiment leurs déclarations, leurs promesses à l'infini, ça fonde l'espoir. Mais quelques mois après, on voit que tout commence à fondre comme beurre au soleil. Exactement, il y a cette, on va dire, ce paradoxe entre joindre l'acte à la parole. Ce jeu de dupes-là qui vraiment ne s'adapte pas souvent à nos réalités africaines, parce que la parole donnée aussi, comme on le connaît, même dans Karim, l'homme disait que j'ai déjà donné ma parole. C'était une signature, mais chez l'homme politique, ce n'est pas une signature. Et maintenant, cette façon de jouer, même ceux qui quittent le pouvoir, qui sont membres du parti au pouvoir ou de l'opposition qui ont participé à un entrisme, mais même quand ils quittent, ils ne balaient pas leur pion. On voit qu'ils restent toujours dans le jeu en attendant d'être repérés après la tempête. Parce que c'est une tempête qui passe chez les politiques, mais qui passe difficilement au niveau du peuple, parce que la démocratie aussi, c'est répondre à tous les besoins du peuple, même des besoins peut-être jugés plus ou moins donc légaux, mais c'est après qu'on va sanctionner ou juger. Mais dans un premier temps, il faut répondre aux besoins du peuple parce que ce sont des citoyens qui ont participé quand même au jeu démocratique. Répondre aux besoins du peuple, évidemment, Cissé, ça reste la priorité des gouvernants. Sen l'a dit tout à l'heure dans son argumentaire, on a essayé plusieurs systèmes politiques sur le continent. Mais selon vous, quel est le système qui conviendrait le mieux aux États africains aujourd'hui? Vous savez, il y en a qui ont vanté le modèle du dictateur éclairé en pensant que, par exemple, dans un pays jadis prospère comme la Libye, en opposition toujours avec ce qui est devenu la Libye après Kadhafi. Mais je rappelle quand même que sous Kadhafi, moi, Sénégalais, je n'enviais pas de vivre sous un régime totalitaire, même si je suis dans le dénuement le plus total. Donc, vous voyez, il n'y a pas un modèle où on dit, parce qu'on a la liberté, on a tout,
est dans un autre pays où on dit, parce qu'on a la prospérité, on a tout, on a la prospérité, mais on ne peut pas élever la voix. Finalement, le peuple qui peut élever la voix, qui peut vivre sa liberté et qui peut se contenter de peu, entre ces deux modèles-là, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. Je pense qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Maintenant, il n'y a pas, je répète encore, il n'y a pas un modèle type pour l'Afrique. Ce qu'il y a, c'est que les peuples s'autodéterminent, fabriquent eux-mêmes leur modèle. Et il y a un débat très récent qui a cours en Afrique. Et forcément, les peuples, les démocraties vont être obligés de transcender ce débat. Ce débat sur la longévité des chefs d'État au pouvoir. Parce que la parole est décomplexée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut forcément limiter les mandats ou pas du tout d'ailleurs? Parce que la démocratie, si on en revient, voudrait que le peuple décide de qui dirige. Si le peuple décide de confier un mandat 40 ans à quelqu'un, c'est parce que le peuple est satisfait. Mais d'autres vous diront, il faut quand même laisser la possibilité à ce peuple-là aussi de voir autre chose. Parce que tant qu'on s'éternise au pouvoir, peut-être qu'on a capté tous les leviers qui font que le peuple n'a aucune possibilité de vous enlever demain. Parce que vous agissez sur tous les leviers qui existent et qui peuvent asseoir un pouvoir. Pas de concentration de pouvoir. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a ce débat-là sur la limitation ou pas du nombre de mandats. L'affaire des troisièmes mandats là, en Afrique. Mais à un moment donné, la parole est décomplexée et forcément, ça va se poser dans certains pays. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui on convoque beaucoup le Rwanda en disant que pour peu que le mandat n'est pas limité, le peuple se satisfait quand même de la présence de Paul Kagame à la tête du pays. Dans d'autres pays, limite, le chef de l'État n'a pas fini son mandat, qu'on commence à penser à le balayer. Vous voyez, tout dépend de ce qu'on fait, de la logique de conquête et la logique et la réalité d'exercice du pouvoir. Maintenant, il y a des pays, on s'inspire beaucoup du modèle occidental, où les peuples aussi, je pense qu'on a un niveau peut-être d'éducation, mais quand je dis éducation, c'est surtout l'instruction qui est très faible dans les pays africains. Ça commence à venir parce que beaucoup de pays aujourd'hui ont relevé le taux d'alphabétisation, qui fait que les peuples n'assimilaient pas forcément tout ce qu'il y avait autour de l'exercice du pouvoir. Souvent, vous voyez, on assimilait le pouvoir à une seule personne, pas à un régime, pas à un système en place, mais on assimilait le pouvoir à une seule personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si c'est-à-dire une démocratie, son limitation de mandat est-elle faussée dès le départ? Faussé dès le départ, oui et non, parce que ça va nous amener à avoir des chefs d'État qui vont s'éterniser au pouvoir et par des méthodes parfois pas démocratiques, parce que c'est ça aussi le problème. Quand on a accaparé le système et qu'on organise des élections pour ne pas les perdre, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui en Afrique, des chefs d'État organisent des élections pour ne pas les perdre. D'ailleurs, la préoccupation des acteurs politiques majeurs, parfois, c'est de faire de sorte que le président sortant ne soit pas candidat à l'élection dans beaucoup d'autres pays. Parce qu'on est sûr que s'il arrive à être candidat, il ne perd pas les élections. C'est-à-dire qu'on crée les conditions pour ne pas perdre. Maintenant, ce qu'il nous faut dans nos systèmes, c'est avoir des institutions très fortes. Parce que la géopolitique internationale fait qu'il n'y a aucune institution internationale qui vient dans un pays, qui fait des élections avec des juridictions du pays, qui proclame quelqu'un vainqueur le plus légalement du monde, puisque c'est les institutions du pays, et que la communauté internationale dise non, il ne doit pas être élu ou qu'il est mal élu. À partir du moment où c'est les institutions du pays qui proclament quelqu'un vainqueur, jusqu'ici, je n'en ai pas vu que la communauté internationale se dresse contre les institutions d'un pays. Il y a ce principe-là d'ailleurs de non-ingérence qui est jusqu'ici appliqué. C'est une très bonne chose, parce qu'on verrait mal que les juridictions d'un pays désignent quelqu'un comme vainqueur et que les institutions internationales ou la communauté internationale disent non. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir des institutions très fortes. L'exemple, ça nous paraît très lointain, mais l'exemple des États-Unis est là. On a presque tous ri de la façon dont Donald Trump s'accroche au pouvoir. Mais il faut se réjouir quand même du fait que les institutions en Amérique ont tenu. Quoi qu'ils soient des républicains, ceux qui sont à la tête de certaines juridictions, même à diriger des cours suprêmes dans certains États,
ça a tenu quand même. Et en parlant justement d'institutions, alors la décolonisation en Afrique a soulevé des interrogations légitimes quant à la nature même du régime politique à mettre sur pied. Un État comme le Sénégal avait en 1960 opté pour un régime parlementaire, mais le modèle a très vite montré ses limites, on l'a vu avec cette crise en 1962 au sein de l'exécutif sénégalais, ce qui aboutit à la proclamation d'un régime présidentiel fort. Que vous inspire cet épisode politique? C'est un épisode difficile, douloureux, et d'ailleurs le Sénégal ne fait pas l'exception. Moi je dis qu'il y a l'exception africaine, parce qu'au moment où le Sénégal optait pour un régime parlementaire, c'était pour l'équilibre des forces. Et Senghor en a donné la preuve, parce qu'il avait des prédispositions et des dispositions claires pour partager le pouvoir. Mais n'oubliez pas qu'aussi il y avait l'influence de certains lobbies, et également on appelle notre pays la République des confréries. Donc tout cela à la fois, ça pouvait donner donc un cocktail qui ne pouvait pas aller de pair avec la gestion du pouvoir. Et en vérité aussi, en pouvoir, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si vous prenez une demi-mesure, les conséquences viennent entières. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Il fallait donc trancher et essayer de trouver la stabilité. Parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans le régime parlementaire. Et partout en Afrique, où on a essayé de modèle, on a vu que ça a échoué. Parce qu'en vérité, le partage du pouvoir aussi, ce n'était pas entre le président et son parlement qui devait contrôler la gestion du gouvernement, mais c'était en vérité entre le gouvernement et le peuple. Et on a vu que la participation du peuple à l'exercice du pouvoir, c'est toujours dans les rares moments d'une élection, d'un vote. Alors au-delà, le peuple aussi devait avoir sa parole, c'était l'Assemblée nationale. L'impliquer aussi à un certain niveau avec une interférence politique, ça posait problème parce que l'Assemblée en tant que telle qui représentait le peuple devait pouvoir parler au nom du peuple. Mais quand on entend certains députés dire nous sommes le député de telle personne ou bien le député de tel parti politique, déjà donc c'est un discours partisan ou bien un discours d'homme énervé qui ne va pas donner un résultat positif pour le peuple. On a vu en vérité que beaucoup de modèles ont échoué sur l'Afrique. Depuis au début, il y avait ce qu'on appelait les idéologies. Tous les pays étaient rangés autour d'une certaine idéologie. Et par la suite, on a vu que les ismes ont échoué, socialisme, capitalisme, communisme, partout. On a essayé, mais ça n'a pas marché. On a proposé une troisième voie avec les religions, les confréries et les sectes, mais on a vu que ça a été rejeté d'emblée. Le cas de l'Égypte est là. L'Égypte qui fait partie des pays qui ont souffert de ce modèle donc islamique, et au-delà aussi du modèle militaire, parce que l'armée était tellement impliquée dans la gestion du pouvoir qu'il n'y avait pas de stabilité. On a tout essayé, ce n'est pas fini. Et Vladimir Poutine disait qu'une bonne chose, c'est la chose qui arrive au bon moment. Mais toutes les choses qu'on a pu cueillir en termes de démocratie sont arrivées, on dirait, au mauvais moment, parce que tout dépendra maintenant de l'accueil et de la personne qui va accueillir. Mais à chaque fois, on a vu que ça arrive au bon moment, mais ce n'était pas l'homme qu'il fallait à ce moment-là, au pouvoir. On a vu que ça a créé encore des révolutions. Et pire encore, on a vu qu'en termes de gestion de pouvoir, chacun peut peut-être définir un modèle. Mais c'est un modèle aussi qui a ses facteurs internes, mais aussi les facteurs externes. Cissé, est-ce qu'aujourd'hui, la persistance des pouvoirs autoritaires ou semi-autoritaires montre-t-elle la fragilité des systèmes politiques sur le continent, en l'occurrence le système de démocratie? On revient encore à ce qu'on disait sur les institutions. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'on puisse même évoquer aujourd'hui des régimes parlementaires ou autres en Afrique. On a vraiment des régimes présidentiels, vraiment pour faire court. C'est un régime entre les mains d'une personne. Est-ce que c'est quelque part un retour voilé de ce système politique de l'époque? On parlait de parti unique, alors évidemment un parti unique, mais à l'époque tout était concentré sur une seule personne. Mais c'est ce que beaucoup de régimes cherchent à asseoir d'ailleurs. Parce que quand ils sont au pouvoir, la logique d'accaparement, vous avez des chefs d'État qui proclament très tôt qu'ils veulent réduire une certaine opposition à sa plus simple expression. Il y a cette logique d'accaparement, il y a cette logique d'agrandir le cercle présidentiel, de faire de sorte que la coalition présidentielle dans beaucoup d'autres pays soit le plus large possible. On fait tout pour isoler ceux qui devraient s'opposer, alors qu'on devrait encourager quand même ceux qui s'opposent de s'opposer au point de décréter ou de constitutionnaliser ce qu'on peut appeler ici ou ailleurs des statuts de l'opposant, des statuts de chef de l'opposition, comme ça existe dans toutes les grandes démocraties, et qu'il y ait ces consultations-là régulières entre le chef de l'État et
sa classe politique. Évidemment, Parce et la société civile aussi qui est impliquée Et c'est l'heure pour nous, messieurs, de marquer une courte pause. Hein. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Le Débrief. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau du Débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Plusieurs leaders de l'opposition se sont ralliés au pouvoir, en place évidemment, des exemples il y en a partout, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire aussi, les discussions sont en cours. Sène, comment expliquer aujourd'hui ce retournement de veste, si on peut en tout cas l'exprimer ainsi? Et puis ça ne surprend pas aussi en politique, hein. On dit que c'est un jeu, et c'est le jeu, c'est tout ce que la personne peut faire sans y être obligée. Et parfois donc, puisqu'ils sont en train de jouer, ils peuvent jouer, mais parfois ils se jouent même du peuple. Parce que ce qui s'est arrivé récemment en Côte d'Ivoire, entre Ouattara, Mbédié, Afingessa, hein, où il a été entraîné dans un boycott alors qu'il était la personne mieux placée peut-être pour prendre ce pouvoir et changer même la classe politique ivoirienne. Vous voyez que les gens parfois, leur jeu, c'est toujours autour des intérêts personnels. C'est ce qui fait que le peuple ne participe pas souvent au combat de l'opposition. C'est d'où la grande question, à qui profite évidemment ce jeu? Ce jeu, parce que parfois, ils sont diabolisés, mais parfois ce sont eux qui sont les diables en vérité et qui acceptent même d'être regardés sous le charme du diable. Parce que certaines pratiques aussi, en Afrique, ça pose déjà le problème de crédibilité. Et en politique, si vous n'avez plus la crédibilité, vous ne pouvez plus qu'avoir quelque chose à manger, mais pas vraiment des choses à confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'en vérité, la gestion du pouvoir en Afrique, à chaque fois, celui qui gagne, il attend toujours parce qu'il sait qu'il sera guetté quelque part par son opposition. L'opposition devait maintenant alerter le pouvoir, orienter l'action gouvernementale vers les réalités, vers les priorités. Mais c'est eux-mêmes qui participent au renversement des priorités en participant à ces gouvernements. Parce qu'avant, on a connu des entrismes. M. Abdoulaye Wade en 91 a intégré le gouvernement de Diouf. En 95, il a intégré le gouvernement de Diouf. Et pourtant, on sortait d'élections difficiles où un président de conseil constitutionnel a été assassiné en 93. Mais n'empêche, les gens savaient que c'était le moment de faire la paix, de réconcilier le cœur et le peuple. Mais ensuite, il est passé encore à son jeu préféré, la bataille politique. Et il a marqué son temps et les gens acceptaient qu'il fasse ça parce qu'en réalité, il avait un espoir pour le peuple et il avait aussi en réalité la volonté de donner corps à ses promesses. Mais on a vu aujourd'hui que les leaders politiques, pour la plupart en tout cas, même quand ils sont dans l'opposition, ils lorgnent toujours le gouvernement. Dans leur discours, ils ne sont jamais été clairs. Et pour ça, les peuples ne peuvent pas toujours continuer à adhérer à ce genre de jeu politique, parce que ce qu'on connaissait du jeu politique, c'est ce jeu-là qui faisait vraiment que les gens étaient très sérieux. Mais ils n'étaient pas là pour se prendre seulement au sérieux, hein, dans leur parti, dans leur camp, mais ils étaient sérieux pour sauver un peuple, pour sauver une nation. Parce qu'il y a des moments où le combat n'est plus le combat d'une seule personne, d'un seul homme, mais de toute une population. Et là, pour fédérer, vraiment, il faut la crédibilité. Et en parlant de crédibilité, Cissé, est-ce qu'aujourd'hui, cet acte, dont notre ami Sène a souligné, est-ce qu'aujourd'hui, ça renforce la crédibilité des partis d'opposition sur le continent? Moi, je crois qu'il faut d'abord refuser que la politique soit un jeu. C'est-à-dire que ce soit juste un jeu de « je suis avec toi aujourd'hui, demain on est ensemble ». Il faut revenir à ce qui doit faire l'essence de la politique, c'est-à-dire que ce soit fondé sur des idéologies. Qu'on sait c'est quoi le projet de société de chaque personne qui prétend diriger un pays. Et qu'on puisse opposer le modèle d'une idéologie socialiste à un modèle d'une idéologie libérale, au capitalisme, et même pouvoir accepter un modèle d'une idéologie nationaliste. Moi, je suis nostalgique et j'ai envie de voir, comme cela se passe en Grande-Bretagne, de voir des conservateurs, de voir des nationalistes, de voir des libéraux, comme cela se passe en Israël, de voir les Likoud, de voir les travaillistes, de voir des nationalistes. Au moins, on sait que c'est figé. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble. Et quand ils travaillent ensemble, d'ailleurs, chacun garde son autonomie. Souvent, d'ailleurs, ça ne marche jamais. Vous voyez, en Israël, on peut faire des élections 3 fois dans l'année parce qu'on n'arrive pas à s'entendre entre les nationalistes, les Likoud et d'autres. Mais c'est le cas pour l'Afrique. On peut travailler ensemble. Mais justement, parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies, il ne faut pas. Il faut que chacun reste à sa place et que les modèles de société qu'on propose, qu'on les soumette au peuple qui décide. Mais on ne peut pas être dans une logique juste de position de personnes. Et souvent d'ailleurs, ce qui se passe, quand vous avez des négociations, vous avez juste des discussions entre leaders.
qui ne consulte même pas la base, qui normalement donne le mandat à quelqu'un pour aller dans une direction ou dans une autre. Mais pourquoi elle ne consulte pas cette base-là? Parce que le projet de société qu'il est censé défendre n'est pas soumis non plus à cette base. Aujourd'hui, je vous défie, dans n'importe quel pays africain, dites-moi quel est le projet de société basé sur une idéologie bien claire, bien définie d'un leader politique. Il n'y a pas d'idéologie. Dans beaucoup de pays, il n'y a plus d'idéologie aujourd'hui. Mais parce qu'on a abandonné aussi la formation militante qui jadis existait du temps du panafricain. On savait qui était panafricaniste. On savait qui voulait un regroupement des Africains. Aujourd'hui, vous avez des micro-États dans des micro-États. On en est aujourd'hui à 54, on était à 52, on continue à éclater encore des États. On est dans une situation où aujourd'hui, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, on n'en parle pas beaucoup, bien entendu. Mais comment on peut concevoir qu'on soit dans cette situation-là, où on est dans un massacre par un Premier ministre prix Nobel de la paix, qui donne un ultimatum, qui tombe sur... Il y a quand même d'autres voies pour régler les problèmes même d'intégrité territoriale plutôt que la guerre. La guerre, ça semble tellement dépassé qu'on aurait pu les laisser peut-être à quelques pays d'Europe de l'Est qui règlent encore leurs problèmes par les armes. Mais je pense que partout à travers le monde, la guerre semble quand même révolue, si ce ne sont pas des guerres liées aujourd'hui au nouveau phénomène d'islamisme, djihadisme, bon, avec les accusations des Occidentaux contre beaucoup de pays arabes. Aujourd'hui, même les États-Unis ne règlent plus leur problème avec l'Iran à coup de bombardement. Voilà, c'est de la géopolitique. C'est ça le problème. On n'a plus, l'idéologie ne sous-tend plus ce qui devait être l'essence de la politique. Et à considérer que c'est un jeu, on se trompe littéralement parce qu'on parle quand même de ce qui doit régenter la vie de millions et des millions de peuples, des Africains dans leur pays, et que c'est du sérieux. Et ça ne doit pas reposer simplement sur le « je t'aime moi non plus » ou alors je suis dans une logique de défiance au point que moi, leader, je peux jeter mon peuple dans la rue parce que je leur fais croire que ce que nous défendons ensemble est tellement sérieux qu'il ne faut pas faire de concessions. Et juste après le jeu électoral, je peux quand même décider dans ma loge d'aller, parce qu'on m'a tendu la main, d'aller rejoindre tout de suite et qu'on décide de travailler ensemble. Autant commencer par ça et qu'on retourne au parti unique et qu'il n'y ait plus d'opposition, de pouvoir. Je pense qu'évidemment, si pour le cas de la Côte d'Ivoire, si on avait commencé par là, on aurait évité évidemment ce scénario triste qu'on a vu dans le pays. Mais là également, il y avait des risques parce que quand, par exemple, si vous voyez par exemple Henri Konan Bédié, peut-être il pouvait rester au RHDP, aller aux élections. Mais quand Konan Bédié et Ouattara font face à Afin-N'Guessan, mais il y avait un risque. Mais c'est Bédié qui a entraîné Afin-N'Guessan dans le boycott, alors que pourtant, ce qui convient à Henri Konan Bédié ne convient pas forcément à l'autre. Ce qui veut dire que la jeune génération aussi n'accepte pas parfois de payer le prix et le sacrifice aussi du changement. Parce que l'opposition veut parfois le changement, mais c'est une opposition qui n'accepte pas de payer le prix. Alors que les présidents, en vérité, dès les premiers jours du pouvoir, ils n'ont plus de cadeaux pour l'opposition. Ils sont en panne de cadeaux pour l'opposition et ils craignent plus aussi le peuple que l'opposition. D'ailleurs, toutes les révolutions qu'on a constatées au niveau du continent, c'est parti du peuple, mais pas de l'opposition. On l'a vu au Burkina Faso après l'élection de Blaise Compaoré à l'époque. Ce qui s'est passé aujourd'hui, comme le disait le président, réduire l'opposition à sa plus simple expression, ce n'est pas seulement propre au Sénégal. On a vu ce que Talon a fait avec les Adjavans et autres. Il n'y a plus d'opposition au Bénin. On a vu ce qu'on a fait en Guinée récemment. On l'a vu récemment au Mali avant qu'il y ait un putsch. Pour vous dire que parfois, il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Mais tant qu'ils ne sont pas invités dans ce jeu, ils ne peuvent pas venir. Au Mali, il a fallu que le peuple invite l'armée dans le jeu pour prendre sa responsabilité. Et en parlant de ce jeu politique, justement, est-ce que ça reste aujourd'hui une stratégie ou bien c'est une manière d'affaiblir justement même l'exercice démocratique dans le pays? Mais c'est une manière d'affaiblir parce que vous savez, la démocratie, il y a une démocratie formelle. En Afrique, ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que depuis le discours de la Baule, en 1990, lorsque Mitterrand a fait savoir au chef d'État que désormais, ceux qui ne contribuent plus à la démocratie ne recevront plus l'aide de la France, mais beaucoup se sont rangés. On a vu que Moussa Traoré avait opposé une certaine résistance. Il a payé cher. Le président rwandais à l'époque, Juvenal Habyarimana, avait tenu un discours terrible, sardonique contre le président. Il l'a payé cher. Depuis lors, maintenant, on a vu que les gens se sont mis à carreau.
ils acceptent tout, mais en vérité, il y a des moments où ils arrivent aussi à négocier avec les puissances, parce que moi, Ablaye parlait tout à l'heure de l'ingérence. Mais l'ingérence est sélective, parce que quand on parle maintenant qu'il ne doit plus avoir d'ingérence dans nos pays, mais on a vu que parfois c'est un emballage social, l'ingérence humanitaire entre autres, qui permet à chaque fois d'intervenir, ou bien une diabolisation à outrance pour le cas de la Libye, où vraiment, avant même que l'OTAN ne finisse de signer les résolutions, les avions de l'OTAN étaient en train de bombarder la Libye, alors qu'aux Nations Unies, on était en train de voter des résolutions. Pour vous dire qu'il y a des moments où ils préfèrent aller vite, il y a des moments où ils préfèrent ralentir, il y a des moments où ils préfèrent marcher à pas retenu, même avec un dictateur, considérant que c'est ce dictateur qui arrange aujourd'hui l'économie de la puissance, c'est ce dictateur qui arrange le partage des ressources, parce qu'il y a aussi la gouvernance, mais il y a la gouvernance des ressources. Lorsque Pascal Lissouba a décidé de changer le partage du pétrole au Congo, les Ninja et le Koukoy, qui les a financés, Elf Aquitaine a été accusé. Les multinationales participent. Il y a beaucoup d'interférences dans la politique africaine, au point qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un modèle type, parce que même si c'est choisi par le peuple, il y a les facteurs internes, c'est stable, mais il y a des facteurs externes. On n'est plus au moment où vraiment le colonel Bob Denard va diriger un commando contre le régime de Mathieu Kroko ou bien aller tuer Ahmed Abdallah aux Comores. Mais il y a d'autres mécanismes aujourd'hui beaucoup plus puissants et presque invisibles qui continuent à tirer les ficelles sur le continent, au point que ceux qui disent non n'ont plus le droit de dire oui. Et justement, on a parlé, on va revenir sur ce jeu entre l'opposition et le parti au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement parler d'opposition sur le continent quand on voit qu'il y a évidemment ce jeu? Et le danger se situe à quel niveau? Rappelez-vous, ce qu'on avait avant, c'était des pouvoirs qui mettaient les opposants en prison. Ça semble révolu aujourd'hui. Mais la nouvelle tendance, c'est de choisir ses opposants, ceux qui vont vous faire face à des élections, par tous les moyens, et parfois par des moyens que la communauté internationale, ou parfois que l'opinion africaine, parce qu'avant la communauté internationale, il faut parler de l'opinion africaine. Aujourd'hui, qui sont les opposants dans beaucoup de pays? C'est peut-être la société civile, c'est peut-être la jeunesse, avec des mouvements qui sont nés au début des années 2000 à aujourd'hui. Des mouvements qui sont partis du Sénégal, qui ont eu leur réplique au Burkina Faso, avec le balai citoyen, qui ont été mis en place un peu partout. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui focalisent ce qu'on appelle l'opposition, qui polarisent l'opposition. Puisque ceux qui sont dans des cadres réglementaires, des cadres politiques, sont souvent embastillés, ils ne sont plus mis en prison, mais ils sont mis dans des conditions où ils ne peuvent plus participer aux élections. Et ça, c'est une nouvelle tendance, et c'est une tendance quand même assez dangereuse. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Burkina Faso également. Parce qu'on exclut ceux qui, normalement, sont représentatifs quand même de quelque chose et qu'on doit laisser concourir au suffrage vraiment des citoyens. Mais quand on commence à choisir ses opposants, après, ce qui reste, c'est que le pouvoir politique fait face à une société civile. En Afrique, on a eu des sociétés civiles très fortes. Mais aujourd'hui, la tendance aussi est de ne plus avoir de frontières entre ce qu'on appelait la société civile et la classe politique. Et ça, c'est très dangereux à terme pour la société civile, parce qu'on finit par assimiler ceux qui sont dans l'action citoyenne à des politiciens. Et donc vous partagez l'avis de Sen quand il disait tout à l'heure que l'opposition n'existe plus sur le continent. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu des pouvoirs qui font tout pour discréditer ceux qui doivent occuper la place de l'opposition, qu'ils soient dans des cadres réglementés des partis politiques, ou qu'ils soient de la société civile, des mouvements citoyens, des mouvements de défense des droits de l'homme et autres, qui sont souvent catalogués comme des opposants au pouvoir. En tout cas, moi je dis que, à quelques exceptions près, les régimes de 1960 sont les mêmes avec ceux de 2020. Chacun avait ses moments de caresse et ses moments de violence. Et ce qui change entre peut-être aujourd'hui l'homme politique qualifié de démocrate et le dictateur, despote ou despote éclairé, c'est que peut-être avec le démocrate, tu es allé en prison et tu attends un jour de procès. Alors qu'avec le dictateur, tu attends le jour de ta mort, parce que là, il n'y avait pas de jugement, il y avait vraiment des exécutions sommaires. C'est la seule différence, mais en vérité, les gens continuent d'emprisonner des opposants, les gens continuent d'intimider des opposants. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire, moi, il n'y a pas de dialogue politique. Il ne peut pas y avoir de dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. C'est-à-dire le dialogue entre le pouvoir et l'opposition, c'est le respect mutuel.
S'il y a le respect mutuel, il y a déjà dialogue parce qu'ils vont s'écrire, et les gens vont parler, d'autres vont répondre, et c'était l'essentiel. Mais comment doit être le dialogue dans une démocratie entre le pouvoir et l'opposition? C'est d'abord que le pouvoir respecte l'opposition et accepte également le jeu de l'opposition. Que le pouvoir sache que cette opposition est représentative d'une partie au moins de la population, parce que le président qui est élu peut-être à 60% ne va pas dire que les 40% ne m'appartiennent pas, ou bien je ne suis pas le président des 40% qui restent. Donc les 40% qui restent appartiennent à l'opposition. Il faut non seulement respecter cette opposition, mais respecter aussi ses militants, respecter les militants de son parti. Mais quand vous continuez à faire les intimidations, maintenant les gens finiront aussi par être exaspérés, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, l'opposition, à partir d'un certain nombre de jeux, réussit à emballer la société civile, parce que c'est une colère générale qui fait qu'il n'y a plus de frontières, ou bien la frontière est tellement mince qu'on ne va plus faire la différence, parce que c'est un mouvement d'ensemble. Et on l'a vécu dans beaucoup de pays. C'est pourquoi d'ailleurs, Ouad comme Macky, ils ont eu à traiter la société civile de société civile politique, armée ou encagoulée. C'est parce qu'en vérité, les besoins de la population et des peuples ont eu à rencontrer les besoins de la classe politique. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un cas social qui intéresse l'ensemble de la nation. On l'a vécu lorsqu'on a arrêté Nelson Mandela. À l'époque, qu'est-ce qui n'a pas mené un combat? Les artistes. Beaucoup se sont illustrés à travers le monde, connus et reconnus à travers leurs chansons dédiées à Mandela. Les écrivains, beaucoup ont vécu à l'exil avant de revenir écrire encore des livres pour Mandela. Donc c'était le combat d'un peuple. Quand c'est le combat d'un peuple, mais les opposants aussi font partie du peuple, et puisque les besoins se sont rencontrés, mais c'est un mouvement d'ensemble que tout le monde accepte parce qu'ils s'y retrouvent. En parlant de cette opposition, évidemment, est-ce que c'est une manière aujourd'hui, parce que beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que si l'opposition décide de se rallier au pouvoir en place, c'est une forme d'ouverture politique. Est-ce que vous partagez cette assertion? Non, moi je n'accepte pas que l'opposition soit toujours dans une logique de partage du pouvoir. Évidemment, il doit y avoir des cadres de concertation en permanence, que le pouvoir en place consulte l'opposition quand il y a des crises multiformes. Qui peut penser que dans la crise de Covid-19, que les pouvoirs en place ne consultent pas les acteurs majeurs de la société? Au Sénégal, dans tous les pays, je pense que les pouvoirs en place ont consulté les acteurs majeurs de la société. On ne peut pas imaginer que dans une crise multiforme de la sorte, qu'on ne puisse pas impliquer les forces vives d'une nation. Ça, c'est déjà un cadre défini où il y a de la place pour tout le monde à sa place. Maintenant, ce qu'il faut pour que définitivement qu'il y ait un pouvoir en place, qu'il y ait une opposition forte aussi qui exerce son droit de s'opposer ou pas, mais c'est qu'il y ait des institutions fortes. Je rappelle quand même l'élection présidentielle au Kenya en 2017, alors que tout le monde avait fini de consacrer Uhuru Kenyatta comme président, et que même les organismes, les observateurs ont validé le scrutin, la Cour suprême a quand même pris sur elle de dire que cette élection n'est pas valide à tel endroit et qu'il faut refaire les élections. C'est ça, des institutions fortes qui ne dépendent pas du bon vouloir du chef suprême en place. Et ça doit être répliqué à tous les niveaux de l'État, à un niveau déconcentré de l'État. Mais quand vous avez même un administrateur territorial qui pense qu'il répond directement du président de la République et qu'il n'a pas le droit de prendre une décision qui n'est pas conforme aux intérêts du président de la République, qui n'a rien fait d'ailleurs pour sa nomination, parce que c'est des cadres, des fonctionnaires qui sont à leur place, qui n'ont même pas le droit d'ingratitude, c'est-à-dire le droit d'être à ce poste-là et de pouvoir dire non, à partir du moment où je suis à ce poste-là, quand même, je travaille pour mon pays, je travaille pour mon peuple. Tant qu'on n'a pas des institutions fortes comme ça, on sera encore à cette situation-là. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un changement de régime, vous avez ce phénomène détestable en Afrique qu'on appelle la transhumance et qui ne concerne plus que les acteurs politiques, qui concerne même l'administration. Vous avez l'impression que tout le monde doit se courber, tout le monde doit courber l'échine devant le nouvel élu. Alors qu'on n'est pas obligé. Les gens sont des fonctionnaires qui travaillent pour leur pays, qui travaillent pour leur État, qu'ils soient de l'institution judiciaire, qu'ils soient de l'administration territoriale, qu'ils soient même d'une autre administration. On n'est pas obligé d'être aux ordres et à la botte de quelqu'un qui doit être élu. Donc des institutions fortes pour des pouvoirs en place. Oui, allez-y. Il y a trois maladies qu'on doit soigner pour vraiment arriver à une démocratie parfaite. La première, c'est vraiment... Et évidemment, avant de les soigner, on fera comme notre ami Cissé l'a dit, un bon diagnostic, évidemment. Voilà, vraiment, ne plus accepter
qu'il y ait vraiment des pouvoirs qui gouvernent à la botte et au képi, vraiment mettre le peuple au pas. Ça, il faut vraiment exclure les militaires de la gestion du pouvoir. Deuxièmement, il faut soigner cette plaie supposée incurable de la Constitution. Celui qui arrive au pouvoir vraiment en use et en abuse, vraiment il y a le tripatouillage qui lui permet à chaque fois d'arrêter, de libérer, de condamner et d'avoir le droit de vie et de mort sur tout le peuple. Troisièmement, que l'opposition arrête d'avoir une parole le matin, une parole à midi, une parole le soir. Là aussi, ils sont tellement agréablement versatiles au point que les gens ne savent plus quoi croire et quoi vraiment. Exactement, ça devient difficile de suivre cette opposition. La logique de l'opposition, parce que vous participez à un combat, vous perdez même des hommes dans ce combat. Et le lendemain, vous voyez les gens là ensemble, négocier, vivre ensemble. Même le cas de la Covid-19 au Sénégal. Les gens, le président a fait appel aux forces vives de la nation. Quand il fait appel aux forces vives de la nation, ceux qui sont partis répondre doivent parler à la nation à vive et à haute voix. Mais on a vu des audiences séparées, comme si chacun avait son habit à tailler et qui sera vraiment... Évidemment, ils sont allés un petit peu en ordre dispersé. Et cette façon de recevoir les gens aussi, chacun avait peut-être son discours, chacun avait aussi peut-être sa promesse. Par la suite, on a vu les résultats, beaucoup de choses se sont produites entre-temps. Idrissa Seck a dit qu'il était en négociation depuis 15 mois. Et justement, ça, en parlant d'Idrissa Seck, Cissé, le rapprochement noté au Sénégal, évidemment, entre le président Macky Sall et son ancien opposant, on va dire ainsi, Idrissa Seck, ou encore en Côte d'Ivoire, entre le président Ouattara et Bédi, on en a parlé. Est-ce qu'on peut s'attendre au même scénario en Guinée, par exemple? C'est la voie la plus courte, en tout cas, pour régler les contentieux aujourd'hui. Les contentieux, pourquoi? Parce que vous avez des pouvoirs qui ont la capacité d'étouffer. Et quand je dis étouffer, c'est étouffer sur le plan financier, sur le plan même de l'exploration même du pays, qui ont le pouvoir d'étouffer leurs opposants. Et à un certain moment, vous n'avez presque pas le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de faire face et peut-être de ne même pas arriver aux prochaines échéances électorales. Vous voyez un rapprochement en Guinée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo? Peut-être que c'est encore un peu plus compliqué à leur niveau. Parce que parfois, vous voyez, c'est une opposition crypto-personnelle au point qu'on pense qu'on a franchi le point de nos retours. Mais honnêtement, en Afrique, on ne jurera plus de rien de nos hommes politiques. Mais quand je dis ça, ce n'est pas une insulte. C'est ce que l'on voit. Il peut y avoir des exceptions. Évidemment, la façon dont Cellou Dalein Diallo se pose aujourd'hui, je n'ai pas dit s'oppose, la façon dont il se pose aujourd'hui pour régler la problématique en Guinée ne nous laisse pas croire qu'il peut se compromettre demain à travailler avec Alpha Condé. J'ai l'impression aussi qu'il mise sur le fait qu'Alpha Condé est usé par l'âge, par la santé, et qu'il doit rester dans cette logique d'opposition et se poser en fait dans une logique d'opposition pour rafler la mise dans les années à venir. Mais ça, c'est un pari ça va être très long quand même. Mais ça, c'est un pari très, très risqué, d'autant qu'aujourd'hui, il est déjà élu et pour 5 ans à venir, et d'autant que le verrou limitant le mandat a sauté, il n'y a rien qui empêche Alpha Condé de... Et la logique de dauphin qu'on se choisit, rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara pose sa candidature parce que son dauphin choisit. Est-ce qu'on doit en être à cette situation-là où celui qui s'en va doit choisir lui-même celui qui doit le remplacer? On peut supporter un candidat, mais pas choisir au point que quand, par la volonté de Dieu, celui que vous avez choisi n'est plus là, c'était le cas en Côte d'Ivoire, vous décidez finalement que, bon, en l'absence de mon dauphin, il n'y a plus que moi. C'est ça qu'on doit dépasser ça en Afrique. Et vous voyez, le peuple n'a même plus voix au chapitre pour décider, parce qu'on n'est pas retourné à la base, on n'est pas retourné à un congrès. Bon, un congrès où bien sûr la directive vient du sommet pour s'imposer à la base. Les choses doivent remonter finalement de la base vers le sommet. Et c'est ça qui manque dans les partis politiques, ce qu'on appelle encore les partis politiques. Beaucoup de choses d'ailleurs manquent dans les partis politiques. Vraiment, il y a des pièces absentes et qui étaient des pièces obligées dans les partis politiques. Parce qu'en vérité, avant, il y avait un parti bien structuré, bien organisé. Il y avait l'école du parti. Et là, l'idéologie permettait aux gens de ne pas user de méthodes moralement contestables
même pour rejoindre un pouvoir. On rallie un pouvoir pour participer à l'exercice, mais également travailler pour la nation. Mais aujourd'hui, on rallie un pouvoir pour gagner de l'argent, pour se faire de la fortune. Là, c'est déjà dramatique parce que le peuple finira par ne plus adhérer à ce genre de pratiques. Autre chose également au sein des partis politiques, on voit que, en général, les partis étaient organisés avec des sections, des structures, hein, mais actuellement, dans tous les partis politiques, le secrétaire général est premier, tout le reste du monde, c'est ex aequo. Hein. Personne n'a une responsabilité. Parfois, dans d'autres partis politiques, c'est des micro-partis où le secrétaire général, il représente la jeunesse féminine, la jeunesse masculine. Finalement, qui est responsable de ce parti? Mais avec ses deux épaules, mais il peut partir vraiment rejoindre un pouvoir parce que vraiment, il a créé un parti pour manger, mais il n'a pas créé un parti pour faire manger le peuple qui demande beaucoup de choses au pouvoir et qui participe également avec sa contribution, ses impôts qu'il paie à l'État. Et au lieu maintenant d'apprendre à des gens à défendre un peuple, mais tu apprends vraiment à défendre tes entrailles. Là aussi, c'est un véritable problème en Afrique. Et dans les partis politiques également en Afrique, on voit que les gens n'ont plus vraiment ce courage d'adhérer à une idéologie, ce courage également de fabriquer d'abord des hommes et ce courage de participer à l'exercice. Parce que la plupart, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, on attend d'avoir le royaume pour se comporter comme des rois. Non, si vous n'avez rien à proposer au peuple en termes de fortune et d'argent, vous avez quand même un discours qui peut mobiliser, un discours qui peut éveiller et un discours qui peut même apaiser certaines tensions et même des difficultés à la population. Mais évidemment, et c'est évidemment hein, sur cette belle argumentation de notre ami Sen que nous allons nous arrêter, messieurs, pour cette émission. Merci à notre ami Abdoulaye Cissé, journaliste, éditorialiste au groupe Futur Média, d'avoir évidemment répondu à notre invitation et participé à ce débat sur le plateau du débrief. Merci Régis, c'était un plaisir. Ousmane Sen, ça a été un plaisir effectivement de vous recevoir sur le plateau, journaliste, directeur de la radio universitaire de Dakar, UCAD, UCAD FM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Merci à vos téléspectateurs, merci également à Abdoulaye et à toutes vos équipes. Et c'est un plaisir réel vraiment de participer à cette émission sur Média. Nous vous remercions également, Sen. Et c'est la fin de cette émission Le Débrief. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. D'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.